Nab, Céline et le complot. Avant d'attaquer ce 6e webisode, il me semble nécessaire de faire une remarque importante concernant le paradigme moderne. Quelques personnes prennent le paradigme moderne dégénéré de la France pour la France. Toutes les hérésies les plus décadentes sont acceptées comme constitutives de l'identité française, alors qu'elles n'ont commencé à exister que très récemment, depuis et par la révolution illuministe. C'est comme si Natacha Campouche se mettait à croire que sa situation était la norme. Le fait d'être séquestré dans une situation d'hygiène déplorable et violé régulièrement était le sort réservé à tout le monde. Il est évident qu'il faudra à certaines victimes de ce lavage de cerveau plusieurs années de déprogrammation, de débriefing, comme disent les anglo-saxons, pour nettoyer tout cela. Ce serait une insulte à sa propre condition et histoire que de croire qu'une Brigitte Lahaie puisse se revendiquer de la culture française. On peut dire de Nab qu'il est le produit de la fusion de deux écrivains, Céline et Blois. Il est vrai que dans ses livres, Nab parle de bien d'autres auteurs, mais il est évident que tout connaisseur de cet auteur, que ses deux plus grandes sources d'inspiration sont ces deux monstres de la littérature française. Il est donc normal, voire essentiel, de consacrer un webisode à chacun de ces deux personnages. Venons-en à Céline, le docteur Détouche, dont le sujet nous concerne aujourd'hui. On peut reconnaître au mensonge deux formes distinctes, mais dont l'objectif reste toujours le même. Le mensonge direct par travestissement de la réalité et le mensonge indirect, justement le mensonge par omission. C'est précisément cette dernière forme qui caractérise le Nabot pour ce qui est de Céline et de la notion de complot. Il en sera de même pour Blois, comme on le verra plus tard. À écouter ces délires, Nab affirme qu'il n'existe pas de complot sur notre pauvre planète, qu'au mieux, ou au pire, il est question de malheureuses coïncidences, de hasards malencontreux. Pourtant, son meilleur auteur, sa muse, son mentor n'est autre que Céline. Et ce dernier n'a rien fait d'autre dans ses pamphlets que de dénoncer le complot judéo-maçonnique. Il est tout de même curieux que Nab n'ait pas retenu la partie maçonnique de la production pamphlétaire célinienne malgré son insistance quasi maniaque. Céline a écrit 3 pamphlets incendiaires contre la future Seconde Guerre. Lui qui a vécu dans sa chair la première puisqu'il a été blessé sérieusement, gardant des séquelles qui le rendront invalide à 70%. Il a largement eu le temps de se rendre compte de l'absurdité des massacres sans en comprendre les causes. Il était décidé contre tous à dénoncer l'immonde, la facilité avec laquelle l'Europe organisait sa destruction et creusait son gigantesque et propre charnier. Il commencera avant la guerre par bagatelle pour un massacre en 1937. S'en suivra l'école des cadavres l'année suivante, puis enfin les beaux draps en 1941 après la défaite. Sans oublier l'Église, pièce de théâtre antisémite écrite en 1926 puis publiée en 1933, et aussi Mea culpa, complot anti-bolchevique, anti-communiste qu'il a fait de son retour la même année que Gide, de son retour de Russie. Toute l'intelligentsia germano-pratine a lu les pamphlets céliniens. Même Botul les a trouvés géniaux. Tout le monde sait ce que contiennent ces pages incendiaires et personne ne peut nier la présence de la secte maléfique maçonnique. Comment un expert célinien comme Nab, lui qui se plaît à ridiculiser systématiquement tous les autres célinophiles, lui qui va gratter l'amitié chez Lucette à Medan et participer en 2011 au documentaire Le procès Céline en tant que spécialiste, peut-il ignorer, ou plus exactement feindre d'ignorer la question du complot maçonnique dans l'œuvre pamphlétaire célinienne ? On connaît les raisons précises de ce mystère, mais auparavant, entrons dans le vif du sujet. On va commencer par une énumération quantitative des occurrences de certains mots-clés dans les 3 pamphlets interdits. Ensuite, nous prendrons pour seul exemple bagatelle, car le format de ces webisodes ne permet pas de traiter les 2 autres. Les mots recherchés sont respectivement complot, protocole, sion, franc-maçonnerie, loge, Rothschild, Warburg, banque, pour ne tester que cela. Dans l'ordre chronologique, commençons par bagatelle. Complot 9 fois, protocole 4, maçonnerie 22 fois, loge 15 fois, Rothschild 18 fois, Warburg 15 fois, banque 19 fois, Messie 13 fois. Vous comprendrez que ces occurrences concernent aussi les adjectifs, concernent le pluriel, le féminin, etc. Comme par exemple Messie, ça concerne le terme Messie, messianique, voilà, ça concerne un peu tous les mots autour du terme, par exemple banque, banquier, etc. Quant à l'école des cadavres, complot 13 fois, protocole 2 fois, maçonnerie 49 fois, loge 35 fois, Rothschild 20 fois, Warburg 3 fois, banque 16 fois, Messie 5 fois. Enfin les beaux draps, qui est l'œuvre la plus courte, complot 4 fois, protocole 0, maçonnerie 3, loge 14 fois, Rothschild 2, Warburg 10, banque 13 fois, Messie 1 fois.
Il utilisera même le terme bankster 2 fois dans l'école des cadavres, c'est dire. Ces termes sont spécifiques à toute personne ayant plongé sa raison dans l'histoire du monde et désireuse d'en partager des conclusions. Il ne manque à ce travail que le terme sabataille ou franc et la boucle serait bouclée. Mais la présence redondante du terme messie et ses adjectifs suffit à combler ce manque. Prenons maintenant Bagatelle et voyons quelques extraits du texte lui-même pour nous en rendre compte. Il est question d'une version très jolie aux éditions du Rigaudon et qui trouve-t-on justement aux pages 324 et 25 à votre avis? Les 7 citations fort intéressantes suivantes précédées par... Je cite Céline, « Nous ne devons jamais oublier que... » 3 petits points. Je cite, « C'est à la franc-maçonnerie qu'on doit la République de cette époque, que ce sont les maçons et les loges qui ont fait la République. » Fin de citation. Convent du Grand Orient 1887. Deuxième citation, « Le premier acte des francs-maçons sera de glorifier la race juive qui a gardé inaltéré le dépôt divin de la science. Alors ils s'appuieront sur elle pour effacer les frontières. » Le symbolisme, revue maçonnique 1926. Troisième citation. La franc-maçonnerie est une institution juive dont l'histoire, les degrés, les rites et les mots de passe et les explications sont juifs du commencement à la fin. Rabbin Weiss Isaac, Israelite of America, 1986. La révolution internationale est pour demain l'œuvre de la franc-maçonnerie. Bulletin officiel de la Grande Loge de France, octobre 1922. Cinquième citation. Les hommes au pouvoir en ce siècle n'ont pas affaire seulement au gouvernement, aux rois, aux ministres, mais encore aux sociétés secrètes. Au dernier moment, elles peuvent mettre à néant tous les accords. Elles possèdent des agents partout, des agents sans scrupules qui poussent à l'assassinat. Elles peuvent, si elles le jugent à propos, amener un massacre. Disraeli, Premier ministre anglais. Sixième citation. L'esprit de la franc-maçonnerie, c'est l'esprit du judaïsme dans ses croyances les plus fondamentales. Ce sont ses idées, c'est son langage, c'est presque son organisation. La vérité israélite. Dernière citation, la maçonnerie n'est rien de plus, rien de moins que la révolution en action, la conspiration en permanence. Initiation secrète au 33e degré. Il commencera le chapitre suivant, page 327, par l'exergue suivant. L'époque messianique sera l'époque glorieuse où s'accomplira l'extermination des chrétiens et des gentils. Grand rabbin à Abanel. L'Internet n'étant pas encore né à l'époque de Céline, il est aisé de comprendre et saisir l'effort nécessaire à la recherche de telles références. C'est un travail sérieux et de longue haleine qu'a effectué Céline. Tout est dit à propos du complot messianique de domination mondiale. C'en est effarante précision. Comment expliquer que Nab, l'hyper-spécialiste de Céline, n'en parle jamais? Pire encore, il essaie de résumer la question célinienne à un antisémitisme exacerbé. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo réponse à son livre L'homme qui arrêta d'écrire. Mais il est essentiel d'y revenir aujourd'hui pour en finir avec cette escroquerie pseudo-intellectuelle. Oui, telle une gamine fan de Lady Gaga qui connaît dans le détail le menu de son petit déjeuner, Nab connaît tous les détails de la vie du docteur Détouche, jusqu'à la couleur de ses chaussettes. La moindre virgule, la musique écoutée lors de ses vacances je ne sais où, la matière de son gilet à Medan, comme si cela avait une quelconque importance face au sujet traité par la bête. L'exégèse nabienne de l'œuvre célinienne est équivalente à la réaction de n'importe quel groupie excité face à la mèche de Justin Bieber. C'est certain, son bagot est séduisant, ses connaissances impressionnantes, mais in fine, Nab est à Céline ce que Philippe Manœuvre est au rock des années 60. Comment pouvez-vous expliquer, traiter la question des affaires de ce monde sans parler de franc-maçonnerie? D'ailleurs, c'est exactement le même reproche qu'on pourrait faire à Tariq Ramadan. D'ailleurs, Tariq Ramadan, Nab, même combat. On parle du monde en 2013 sans jamais citer la franc-maçonnerie. Je vous laisse penser, je vous laisse réfléchir. Pire encore, dans le documentaire Le procès Céline, une vidéo de près de 2 heures a été postée sur son site représentant les rushs de son passage de 1 minute 20. Je me demande bien pourquoi il s'obstine encore à passer dans les médias officiels. Il ose dire dans cette longue interview que Céline joue un rôle dans ses pamphlets, que l'Église est une farce, que Bagatelle est un projet littéraire, et que le seul but de Céline fut de réaliser un caprice de fils unique, celui de passer pour le plus grand antisémite de tous les temps. En omettant cependant de dire que ce caprice lui a valu la peine de mort et des incendies de son domicile, jusqu'au retrait de son nom de la liste des 500 personnalités françaises célébrées et fêtées en 2011, 74 ans après. 4 générations. En d'autres termes, le caprice le plus coûteux, le plus risqué de toute l'histoire humaine. Selon Nab, l'expérience de Céline à la SDN, financée par la fondation Rockefeller, importe peu. C'est son choix, son avis. Mais qui peut bien le prendre au sérieux? Certainement pas les juifs et les francs-maçons, et à juste titre d'ailleurs. Mais allons plus loin encore dans la réalité des faits en traitant de la question du négationnisme. Nab n'hésite jamais à s'attaquer aux révisionnistes, même s'il est hors sujet.
Que Forisson se fasse massacrer à nage avancé par des barbares l'expédient à l'hôpital avec de multiples fractures l'indiffère au plus haut point. À la moindre occasion, il lui distille son fiel, son venin, dans un délire verbal dont je n'ai toujours pas compris le sens profond. En a-t-il réellement eu? Mais que dit exactement Céline sur la Shoah et les chambres à gaz? Justement, Forisson, qui l'aime tant, parle de ce sujet précis un certain 1er octobre 82 dans le bulletin célinien numéro 3 et que vous pouvez trouver très facilement sur son site. Mais c'est à la page 276 des cahiers Céline. C'est les lettres à Albert Paraz, les lettres de 1947 à 57 aux éditions Gallimard, 1980, que l'on trouve les propos qui nous intéressent ici sur les chambres à gaz homicides hitlériennes. Dans sa lettre du 8 novembre 50 à Paraz, Céline écrit à propos de Racinier. Racinier, célèbre négationniste, auteur du mensonge d'Ulysse. Ce qui suit, je le cite. Racinier est certainement un honnête homme. Son livre est admirable, va faire grand bruit quand même. Il tend à faire douter de la magique chambre à gaz. Ce n'est pas peu. Tout un monde de haine va être forcé de glapir à l'iconoclaste. C'était tout la chambre à gaz. Ça permettait tout. Il faut que le diable trouve autre chose. Oh, je suis tranquille. Fin de citation. Ainsi, au plus haut degré de l'inacceptable horreur, on peut affirmer que Céline fut révisionniste aux grandes dames de Nab. Qu'en pense-t-il? Va-t-il encore une fois, dans une tirade schutzpoulienne dont il a le secret, nous noyer dans un flot d'ânerie et d'ineptie, essayant d'excuser l'inexcusable? Lui qui n'a jamais étudié le moindre texte de Forisson et qui s'arroge le droit de le critiquer avec une violence rare, il n'est pas question ici de traiter du fond du sujet, mais juste de constater les faits et écrits de Céline. Ce dernier a-t-il, oui ou non, écrit ceci ou cela? C'est pourtant si simple. Le lecteur remarquera que Nab traite la question célinienne du complot avec le même sérieux et précision que l'affaire du 11 septembre. C'est ici qu'intervient le concept de l'art pour l'art, justement. Comme l'écrivait si justement un internaute dans un courriel m'étant destiné, ce concept permet de séparer l'auteur de son œuvre. Cette séparation permet dans un second temps de traiter l'œuvre suivant l'humeur de chacun en lui faisant dire ce que l'on veut. Ainsi, le diable a réussi, par un ingénieux stratagème dont il a le secret, à pénétrer dans les œuvres des plus déterminées de ses adversaires. Bien sûr, on trouvera toujours des imbéciles peuplant ce bas monde, et dont le nombre est en augmentation exponentielle, pour dire le contraire. Ne sont-ils pas là justement pour finir ce cycle de l'humanité? Maintenant que la question célinienne a été traitée, passons à l'autre, plus profonde et plus grave, celle de Léon Bolois. À suivre.